1957, dans la Sierra Maestra, la chaîne montagneuse de Cuba, une poignée d'hommes bricole une révolution. Ils s'appellent Fidel et Raúl Castro, deux frères, ou encore Ernesto Guevara, dit le Che. Ils veulent renverser le régime sanguinaire de Batista. Ils sont soutenus par la population pauvre de l'île, qui réclame le partage des richesses. Le 8 janvier 1959, les révolutionnaires sont accueillis en libérateurs à La Havane. Castro et l'ensemble des guerrilleros, Guevara et les autres arrivent à cheval avec des colliers de verre, ils sont barbus, ils sont extrêmement jeunes, ils ont entre 28 et 30 ans. Donc grande joie, grande explosion de joie populaire. Très vite, les nouveaux dirigeants procèdent aux premières réformes. Ils font nationaliser les grandes propriétés privées, les plantations de sucre. Les entreprises américaines plient bagages. Une partie de la haute bourgeoisie cubaine, elle aussi, fuit vers la Floride. C'est la rupture avec Washington, qui progressivement coupe les liens avec la Havane, décrète un embargo et cesse ses livraisons de pétrole. Mais les anticastristes ne baissent pas les bras. Soutenus par les États-Unis, ils débarquent dans la baie des Cochons. L'opération est un fiasco. En réalité, l'administration américaine de l'époque a mal saisi l'importance de cette révolution et du nationalisme cubain. Pour l'administration américaine, cette affaire marche. Il n'y a aucun doute que le peuple cubain va se soulever pour approuver cette intervention militaire, instaurer un gouvernement provisoire et chasser le gouvernement de Fidel Castro. C'est exactement le contraire qui va se produire. L'intervention militaire va être battue et c'est Fidel Castro, accompagné à ce moment-là d'un très grand appui populaire, qui va l'emporter. Cuba, dont l'économie repose jusqu'à présent à plus de 80% sur ses échanges avec les États-Unis, doit se trouver un nouveau partenaire commercial et stratégique. Fidel Castro tombe dans les bras de l'Union soviétique de Nikita Khrouchtchev. Ce dernier déploie des missiles à Cuba à 150 km seulement des côtes américaines. Le monde évite de justesse la Troisième Guerre mondiale. Au terme d'un bras de fer, Moscou retire ses armes. En échange, Washington renonce à envahir l'île. Sur le plan économique, une alliance est conclue avec Moscou. Les soviétiques vendaient leur pétrole à un cours très inférieur au cours du marché. Les Cubains exportaient leur sucre à un cours très supérieur au cours du marché. Et de fait, ça a été en grande partie une économie subventionnée. Pendant 30 ans, Cuba va donc vivre au crochet de l'URSS. Le niveau de vie des Cubains s'améliore considérablement. L'école permet d'alphabétiser presque toute la population. La santé devient gratuite. Mais parallèlement, la liberté d'expression est restreinte. Des intellectuels jetés en prison. C'est une période répressive, avec un pouvoir extrêmement autoritaire, très intolérant, une période très dure. Quand on discute avec les intellectuels, les universitaires, etc., on se rend compte que ça a été, y compris, une période de censure sur les livres, sur toutes sortes de choses. La chute du bloc soviétique plonge le pays dans la plus grosse crise de son histoire. En août 1994, 40 000 Cubains choisissent l'exode aux États-Unis, souvent au péril de leur vie. Dans ces années-là, il n'y a plus de feu rouge, il n'y a plus d'électricité parce qu'il n'y a plus de pétrole ou très peu de pétrole. Les frigidaires, on est dans un pays tropical, 30 degrés en moyenne de température. Les frigidaires, tout pourri dans les frigidaires, c'est une situation catastrophique pour la population. De nouveau, le régime cherche un partenaire et à la fin des années 90, le Venezuela d'Hugo Chavez, première réserve mondiale de pétrole, vole à son secours. Donc là, va de nouveau s'instaurer à partir du début des années 2000, un échange de nouveau bénéfique sur le plan économique et commercial. Pétrole vénézuélien qui va arriver à des tarifs très préférentiels à Cuba, ce qui va être une aide considérable, mais qui de nouveau, à un moment donné, plus tard, 15 ans plus tard, va s'achever. Entre-temps, Fidel Castro tombe malade. Il confie progressivement le pouvoir à son compagnon de toujours, son frère Raúl. Ce dernier amorce un rapprochement avec les États-Unis de Barack Obama et surtout lance des réformes économiques importantes. Certains métiers sont privatisés, mais pas les secteurs clés de l'économie. La structure sociale s'en trouve bouleversée. Il y a énormément d'inégalités entre les salariés qui travaillent dans le secteur public, le secteur d'État, et tous ceux qui sont dans le privé qui gagnent beaucoup plus d'argent. Avec le paradoxe que ceux qui sont très qualifiés, les médecins, les ingénieurs, etc., les professeurs, ne sont que dans le secteur public, ne peuvent pas travailler dans le privé, mais gagnent beaucoup moins d'argent.
Aujourd'hui, une page se tourne à Cuba. Fidel Castro est mort il y a 2 ans. Avec le départ de Raúl Castro de la tête de l'État, c'est aussi toute la génération de la Révolution qui s'en va et cède sa place. Elle laisse derrière elle une situation politique et économique très difficile.